Super. Bon, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être venus. Je sais que je suis en concurrence directe avec la Truffade, donc merci d'avoir fait l'effort. Donc je m'appelle Stéphanie Monnery, je suis data scientist au sein du cabinet de conseil qui s'appelle Datalio. Et aujourd'hui, je vais prendre 15 minutes de votre temps pour vous parler de l'intelligence artificielle, de l'entraînement des modèles et de l'impact écologique que ça peut avoir. Donc, je vous propose de commencer par un rapide état des lieux de ce que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle et l'entraînement de ces modèles. Donc, ce qui est assez sûr, c'est qu'on peut dire que l'entraînement de modèles aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très lié à la notion d'innovation. Et que c'est un petit peu la pierre angulaire de tout ça, et ce, dans beaucoup de domaines. On peut parler de la médecine, de la logistique, de l'automobile et de beaucoup d'autres domaines. Et du coup, l'objectif, il est assez clair, c'est d'être capable d'utiliser des modèles, que ce soit des modèles prédictifs, des modèles d'analyse d'images, des modèles de modélisation de flux, pour améliorer l'efficacité et la prise de décision au sein des entreprises. Alors, cet entraînement de modèles, évidemment, il n'est pas sans conséquences. On va avoir besoin d'utiliser des quantités massives d'électricité, mais pas seulement, également d'eau, également de métaux rares et d'autres ressources. Et forcément, tout ça, ça a directement ou indirectement un effet sur l'environnement, puisque ça va générer l'émission de gaz à effet de serre. Alors, on va essayer de regarder un petit peu plus en détail quel impact écologique ça peut avoir. Et pour commencer, je voulais remettre au centre du débat un chiffre qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'activité du numérique, c'est 4%. Donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est surtout important de rappeler ce chiffre parce que malheureusement, on estime qu'il va doubler d'ici 2025. Donc 2025, c'est demain. Et si ça double d'ici 2025, potentiellement, on peut imaginer une croissance exponentielle, ce qui n'est pas super bon signe pour nous tous. Donc si on regarde un petit peu plus en détail le pourquoi du comment de ces 4%, on voit qu'il y a en top 1 la fabrication de tous les matériaux qui sont liés au numérique. Donc les smartphones, les data centers, les ordinateurs, tout ça, forcément, l'extraction et la fabrication, ça génère des gaz à effet de serre. Mais en deuxième position, on a l'utilisation de tous ces terminaux qu'on a fabriqués. Et cette utilisation, ça représente 20%. Donc ce n'est pas quelque chose de négligeable et je pense qu'en tant qu'acteur de ces métiers-là, on a des questions à se poser et que c'est peut-être le bon moment de se les poser puisque sinon la situation risque de s'aggraver et c'est difficile d'avoir du contrôle par la suite. Donc du coup, je le disais juste avant, l'entraînement des modèles, ça va essentiellement consommer de l'électricité pour deux raisons majeures, l'alimentation des serveurs et le refroidissement des systèmes. Donc c'est les deux plus gros postes de consommation électrique quand on entraîne un modèle. Et donc, y a quelques études qui ont été faites pour tenter d'estimer à peu près l'impact de l'entraînement de modèles, et notamment des gros modèles comme les LLM. Donc, on a l'exemple de GPT-2, qui est un modèle de 1,5 milliard de paramètres, pour lequel on estime qu'il a fallu environ 78 000 kWh d'électricité, ce qui a émis dans l'atmosphère à peu près 18 tonnes de CO2. Alors, ce sont des estimations, on n'a pas de chiffres réels, mais en théorie, on se rapproche de ce que ça peut représenter. Quand on passe à GPT-3, là, on a une augmentation assez folle du nombre de paramètres. On est sur 175 milliards de paramètres. Et on estime qu'il a fallu 1,3 milliard de kilowattheures d'électricité, soit 550 tonnes de CO2. Donc, on a déjà fait un bond important. Et si on s'intéresse à des modèles comme Bard, qui sont similaires à GPT-3 en termes de nombre de paramètres, puisqu'on est sur 175 milliards, mais avec un jeu d'entraînement beaucoup plus conséquent, on est carrément monté à 1,5 milliard de kilowattheures pour l'entraînement, soit environ 1500 tonnes de CO2. Donc c'est assez fou. Et pour remettre un petit peu les choses dans un contexte qui nous parle plus, pour rappel, une tonne de CO2, ça fait l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion, de 578 000 km en train et de 5 200 km en voiture. Donc, c'est loin d'être négligeable. Du coup, j'ai envie de dire que le moment est venu pour l'industrie de la technologie de se poser la question de la durabilité. Donc, en tant qu'acteurs, on va tous avoir un rôle à jouer. Et
j'ai aucune réponse magique, aucun prérequis absolu à suivre, mais l'idée c'était d'essayer de partager avec vous des pistes de réflexion, dont on pourra rediscuter éventuellement après, pour essayer justement de limiter notre empreinte écologique. Alors, dans un premier temps, une petite énumération de quelques idées qu'on peut appliquer au quotidien, surtout quand on entraîne des modèles. Alors, la première des choses, c'est de ne pas stocker inutilement de la donnée. Alors, ça paraît basique, mais je pense qu'il y a quand même encore de l'éducation à faire dans ce domaine-là. Alors, pas forcément toujours les développeurs. Des fois, c'est en amont, au niveau business, par exemple. Je pense que vous avez tous croisé quelqu'un qui vous a un jour dit « Bah non, je veux garder cette donnée au cas où ». On ne sait jamais. Ah oui, mais le au cas où, il a un coût financier, mais aussi écologique. Donc il y a un petit peu d'éducation à faire de ce côté-là. Ensuite, ne pas entraîner inutilement des modèles. Là, on peut se dire, trop facile, easy, on n'a qu'à en entraîner moins. Oui, mais pas forcément, parce que finalement, au quotidien, on est amené à faire des tests, entraîner, réentraîner, surentraîner. Et voilà, à chaque fois qu'on clique sur le bouton pour entraîner un modèle, forcément, on a un impact. On va pouvoir essayer de réduire la fréquence de ces entraînements. Donc là, on va plus parler de modèles qui sont passés en production, qu'on va avoir tendance à réentraîner, des fois tous les jours, toutes les semaines. Les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si ça ne l'est pas, ou si le gain est faible, peut-être que je peux me permettre d'espacer un petit peu plus. Ensuite, on va pouvoir utiliser des techniques de compression de nos modèles. Là, pour le coup, on va essayer de toujours maintenir une balance entre la qualité des performances et puis cet aspect de compression. Donc pareil, il n'y a pas de solution miracle, mais essayer de penser à cet équilibre-là. Optimiser aussi l'architecture des réseaux de neurones et tenter, tant que possible, de réduire la complexité des modèles, notamment en jouant sur les paramètres. Dans cette optique-là, on a deux, je dirais pas domaines, mais deux grands points qui peuvent être intéressants et qui vont justement nous permettre d'alléger notre impact. Le premier, c'est le transfer learning, où du coup, on peut se permettre de réentraîner des modèles uniquement partiellement. Donc forcément, on s'évite l'étape initiale d'entraînement qui peut être très coûteuse. Et puis un peu plus récemment, on a vu apparaître de plus en plus fréquemment l'apprentissage fédéré, dont le principe, c'est du coup de cloisonner en plusieurs silos locaux les entraînements sur des sous-jeux de données, sans échange de données entre ces différents silos, et de remonter simplement à l'échelle globale des paramètres et des informations génériques pour réentraîner un modèle global. L'avantage de ça, c'est que comme on limite les échanges de données et qu'on n'a pas besoin de faire remonter au niveau global l'intégralité des données, forcément, qui dit moins d'échanges, dit aussi qu'on va consommer moins d'énergie et donc diminuer nos impacts. Autre piste de réflexion, c'est d'essayer de se forcer à traquer à la fois nos émissions de gaz à effet de serre et puis nos consommations électriques. Alors on peut citer quelques librairies Python qui permettent de faire ça. Carbon Tracker, Experiment Impact Tracker, Code Carbone, et il y en a d'autres. Mais aussi des outils éditeurs qui apparaissent de plus en plus pour essayer de faciliter cet aspect-là de nos vies, on va dire. Donc pareil, la liste est non exhaustive, mais Azure Carbon Tracker, Google Cloud Carbon Footprint, Amazon Web Services Sustainability Hub et IBM Cloud Sustainability Calculator. Donc c'est pas forcément dédié directement à la data science et à l'entraînement des modèles, mais ça peut nous permettre d'avoir une idée de l'impact de notre chaîne de traitement en amont, en aval et au moment de l'entraînement. Et puis bien sûr, le point qui peut paraître assez évident, mais qui finalement est extrêmement important, c'est le sourcing de l'électricité. Essayer d'utiliser des énergies qui vont être, je mets des guillemets, plus vertes pour alimenter les data centers, les centres de calcul, etc. Donc ça, il y a plein de pistes différentes. En 15 minutes, je n'ai pas le temps de les évoquer. Mais voilà, il y a plein de choses qui existent autour de la génération de l'électricité dite verte. Alors, heureusement, le tableau, il n'est pas que noir. Il y a aussi des choses positives et qui vont avoir un impact positif sur l'environnement et qui sont liées à l'IA, puisque il y a de plus en plus de projets qui vont dans le sens d'améliorer les choses en utilisant de l'intelligence artificielle pour prendre ces décisions-là. Donc j'ai pris quelques petits exemples dans des domaines différents. Le premier, c'est la maintenance prédictive, dont l'objectif est du coup d'anticiper les maintenances, voire les pannes sur les machines, et qui va avoir deux effets.
Le premier, c'est qu'on va potentiellement réduire les coûts matériaux qu'il va y avoir. Et donc forcément, si on remplace moins souvent les machines, ou si on anticipe le fait qu'une pièce va casser, et donc qu'on la renforce avant qu'elle ne casse, finalement, on génère moins de déchets, et donc forcément, on améliore l'impact. Et puis le deuxième, c'est que dans certains cas de figure, ça peut aussi permettre de limiter la consommation électrique. Il y a des cas où les phases de maintenance, quand les machines sont en panne, sont beaucoup plus coûteuses en électricité que les phases simplement de maintenance anticipée où on a des étapes qui sont plus courtes. Du coup, j'ai pris 2 petits exemples rapides de sociétés qui ont mis ça en place sur l'année ou les 2 années passées. On a Nippon Steel qui a réussi à réduire de 12 000 tonnes par an ses émissions de CO2 et Siemens qui a également placé des capteurs sur ses chaînes et mis en place des modèles pour analyser tout ça et qui a réussi à réduire de 10 000 tonnes par an ses émissions de CO2. On peut également prendre l'exemple de l'agriculture, où là, on va plutôt utiliser des capteurs de terrain et des prises d'images avec des smartphones, avec des drones, des satellites, etc. Et où des modèles d'intelligence artificielle vont venir analyser tout ça pour faire des recommandations sur l'arrosage, l'utilisation des engrais, la position des cultures, éventuellement le couplage de plusieurs espèces entre elles, des choses comme ça. Et on a l'exemple de la société John Deere qui a mis en place des modèles et affirme être capable de réduire de 1 million de tonnes de CO2 par an ses émissions, d'économiser 20% d'eau et 15% d'engrais. Donc c'est énorme et on va dire que c'est plutôt prometteur. Ensuite, j'ai pris le cas de la consommation électrique et de la gestion des refroidissements dans les data centers. Donc là, pareil, à l'aide de capteurs, plutôt des capteurs thermiques et d'humidité, couplés à des modèles, on arrive à essayer de faire de la prédiction et une meilleure gestion de l'énergie. Et c'est le cas des 2 gros géants, Google et Microsoft, qui annoncent chacun être capable d'économiser entre 1,1 million de tonnes de CO2 pour Google et 500 000 tonnes par Microsoft, en sachant que ce sont des algorithmes qu'ils améliorent et qu'on est encore aux prémices de ce type de projet. Et le dernier exemple que j'ai pris, c'est celui de la logistique, où pareil, en utilisant des modèles qui permettent de prédire un bon chargement, les bonnes routes, des choses comme ça, on arrive à limiter l'empreinte carbone, à la fois parce qu'on a des camions qui ne partent pas à vide, par exemple, ou parce qu'ils vont emprunter des routes qui permettent d'émettre moins de CO2. Alors sur le coup, sur un trajet, peut-être qu'on va gagner quelques kilos, mais mis bout à bout à l'échelle mondiale, c'est là où ça devient intéressant. Et UPS et Amazon ont déjà adopté ces stratégies. Ils annoncent chacun environ 1,5 million tonnes de CO2 pour UPS en 2022 et Amazon en 2021 a annoncé 1 million de tonnes de CO2. Donc on imagine qu'il y a probablement eu progression depuis. Pardon, je ne vais pas dans le bon sens. Du coup, pour conclure, ce qu'on peut souhaiter de meilleur à l'industrie de la tech et à l'intelligence artificielle, c'est finalement d'aller vers un avenir qui soit plus responsable. Évidemment, rien n'est parfait. Malgré la réalité peu brillante de l'impact que peuvent avoir nos métiers, je pense que c'est essentiel de nuancer le propos, de maintenir cet équilibre et de comprendre que si l'entraînement de modèles peut être néfaste, il peut aussi être bénéfique sous certains aspects et on peut espérer parfois une compensation entre ce que ça va générer de délétère et ce que ça va permettre de gagner, voire un gain qui peut être supérieur. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à viser. Et finalement, réduire notre impact environnemental, ça revient à réduire les ressources qu'on va utiliser, y compris les ressources électriques, donc faire des économies financières. Et pour le coup, je suis convaincue personnellement que malheureusement, ce levier financier, c'est ce qui va nous aider à aller convaincre les entreprises, les groupes, de faire plus attention. Donc évidemment, nos actions individuelles, elles sont importantes, elles comptent, et je vous encourage tous à essayer d'y faire attention, mais il va falloir être suivi par les gros groupes. Alors avec les quelques exemples que j'ai donnés, on voit qu'il y a quand même déjà un bel élan qui est donné, mais voilà, on espère que ça va continuer. Et donc pour conclure, comme le disait l'oncle Ben, un grand pouvoir, qui est par exemple celui qui implique l'entraînement de modèles, ça implique de grandes responsabilités. Donc je compte sur vous. Je ne sais pas où j'en suis niveau timing. Ouais. Je n'ai pas trop laissé de temps pour les questions, je suis désolée. Une question rapide.
C'est pas l'enregistrement, ouais. Merci pour ton talk. Est-ce que tu as un exemple de ratio du coup entre le coût d'entraînement du IA et l'impact que ça peut avoir? Tu as parlé à la fin des millions, du million de tonnes économisées. Combien Ouais. ils ont dépensé en termes de Bah, R&D? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est assez difficile d'en trouver, mais sur des modèles qui permettent d'avoir des gains comme ceux que j'ai présentés là sur la partie positive, on est souvent sur des modèles qui sont moins complexes que les LLM dont on a parlé. Et par exemple, Google, c'est un modèle en apprentissage fédéré. Donc du coup, on estime qu'on va être en dessous des chiffres que j'ai cités au tout début. Hop, j'essaie de remonter jusqu'à la slide là. Pardon. Donc on va être en dessous de ces 550 tonnes et de ces 1500 tonnes de CO2 pour des gains qui vont à plusieurs millions. Donc pour le moment, on va dire que sur ce type de projet, la balance, elle est plutôt bénéfique. Voilà. Voilà, mais bon, même si on manque de temps, après on peut discuter aussi de manière informelle. N'hésitez pas. C'est tout bon ? Merci bien. Merci à vous.